Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 27 janvier 2021. Il est 18h37 dans moins de 90 minutes. Le couvre-feu va à nouveau tomber sur la ville de Montréal. Les nuits sont étonnamment silencieuses. Je me réveille en plein milieu de la nuit pour écouter le silence, un silence inédit. Un silence jamais perçu, sans doute, depuis notre naissance à tous. Alors, je poursuis donc avec Roue libre de Cécile Guilbert, mais il y a quelques minutes, j'ai fait une transaction sur le seuil de la porte d'une revue étudiante dirigée par le philosophe Jacques Lavigne, une revue étudiante parue, le journal étudiant du Collège Brébeuf, en 1941. Alors, mais ce jeune ami qui occupe un poste à l'université me disait à quel point c'était devenu impossible c'était devenu impossible de dire quoi que ce soit et qu'il craignait toujours qu'un sniper embusqué dans la classe finisse par l'atteindre et qu'il se retrouve la cible de censeurs féroces et dont la capacité de nuisance, de réplique est inimaginable. Alors, il règne un climat de terreur. Voilà. Et beaucoup sont à blâmer l'autocensure. Hein? Mais l'autocensure, elle est là depuis longtemps, depuis très, 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 très longtemps. Mais là, maintenant, c'est la censure de la meute qui se fait sentir. Alors, je me faisais une autre réflexion. Alors, il me racontait à quel point c'était difficile. Le choix des films, le choix des textes, tout est devenu compliqué. Parce qu'au fond, aujourd'hui, en fait, peut-être que l'exercice de la pensée est absolument impossible. Elle rend compte de ce phénomène des censeurs et de la censure, Cécile Guilbert dans Roue libre. Mais le passage que je vais vous lire aujourd'hui est un des passages, évidemment, qui m'a le plus plu, car il est consacré à la folie des livres du designer de mode Karl Lagerfeld. Et demain, je vais vous parler de ceci. Je vais vous lire des passages. Tenez, je ne vous l'ai pas montré hier à l'écran. Attendez. Alors voilà. C'est Roue libre. C'est publié chez Flammarion. Tenez. Alors, voilà. Cécile Guilbert. La culture contre l'art. Et de ceci, elle écrit des pages assez bouleversantes sur cet ouvrage extrêmement inquiétant, écrit dans une langue magnifique. Au fond, il n'y a que la langue qui peut nous sauver. Écrit à 6 mains, tout est accompli. De Yannick Enel, François Méronis et Valentin Retz. C'est le nom qui m'échappait. Alors, Valentin Retz a fait publier Grand Art chez Gallimard en 2008, Noir parfait toujours chez Gallimard, et tous trois animent la revue littéraire Ligne de risque. Alors ça, je vais y revenir. Je vais y revenir demain. Et oui, je vais y revenir demain. Je vais y revenir demain et je vais revenir également demain sur ce qu'en dit Cécile Guilbert. Elle dit entre autres que ce livre-là a passé complètement inaperçu. Mais n'est-ce pas le sort de pratiquement tous les livres de passer inaperçu? Un autre ami, il y a longtemps, me disait, mais à quoi bon ajouter un autre livre à cette masse de livres non lus? Moi, je prétends que même les livres non lus agissent dans le monde. Même les livres qui ne trouvent pas de lecteurs, ou très, 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 très peu de lecteurs,
la simple apparition d'un livre dans l'existence ajoute quelque chose à l'existence. Alors, vous avez compris, je n'appartiens pas à cette famille d'esprits qui juge qu'il y a trop de livres. Et moi, je pense qu'il n'y a pas assez de lecteurs. Il n'y a pas assez de lecteurs qui font à la fois de la lecture un art, une manière de vivre, une manière d'être au monde. Le lecteur, lui, n'ajoute pas au malheur du monde, n'ajoute pas à la confusion des temps. Elle nous dit, Cécile Guilbert, elle nous cite, elle nous fait cette remarque d'emblée, en préfaçant son ouvrage, elle nous cite Hermann Brock, l'auteur des Somnambules, et elle nous dit, après l'explosion d'Hiroshima, qu'un monde qui se fait sauter lui-même ne permet plus qu'on en fasse le portrait. Eh bien, quand même, c'est ce qu'elle tente de faire. Elle n'est pas très optimiste quant à la suite de cette pandémie. Ce jeune ami qui m'a rendu visite tout à l'heure, qui s'est porté acquéreur du journal de Brébeuf, lui pense qu'on n'en sortira pas avant 18 mois, 24 mois. Il est content encore d'avoir un travail à l'université aussi, mais c'est devenu extrêmement pénible. Alors la liberté d'esprit, n'est-ce pas? La liberté d'esprit. Où pouvons-nous la trouver maintenant? Il nous faut aménager nos cellules. Hein? Il nous faut aménager nos cellules. Il nous faut aménager des espaces, des sas. Il nous faut nous retirer. Et au fond, nous formons une communauté inavouable, comme disait Blanchot, mais également une communauté secrète, clandestine. Bon, peut-être qu'un jour, assez rapidement, toutes ces petites interventions youtubesques vont finir par se dissoudre dans le cyberespace. Mais n'importe, une parole aura été entendue et je pense, vous avez été quelques-uns hier à me remercier de tenir le fort, d'assurer cette présence-là. C'est une petite institution, hein, l'atelier librairie Le Livre Voyageur. Après 25 ans, on peut, plus de 25 ans, on peut, il n'y a pas de mérite à ça de toute façon. Une institution, c'est quoi au juste? C'est quelque chose qui dure dans le temps. Alors, une toute minuscule institution, moi qui les ai toutes fuies, des institutions, finalement, en fait, je les ai tellement fuies que ma propre institution est devenue mon refuge. Hein? Et je me faisais une autre réflexion. Alors, j'ai partagé, j'ai écouté cet ami-là assez en proie au désarroi. Mais je me faisais une autre réflexion aujourd'hui, une réflexion un peu incongrue sur l'appropriation culturelle. Bon. On n'ose plus d'ailleurs, suite à un reportage lu sur le nombre de gens qui se disent métis. Bon, j'ai déjà évoqué à quelques reprises cette question-là dans mes vidéos. Sur le plan personnel, je n'arrive pas à déterminer s'il y a vraiment une lignée, mais depuis longtemps, je pense que de toute façon, les Québécois sont un peuple métissé par le territoire, les éléments, la culture reçue dès le départ. Alors, et bon, que de réduire cette question-là à un apport sanguin m'apparaît plutôt inquiétant. Et il faut lire à ce propos-là les ouvrages de Jean Morissette, mon frère métis. Je sais cependant, pour avoir vu ma grand-mère paternelle, j'ai vu ma grand-mère paternelle qui connaissait les plantes, je l'ai vue une semaine seulement dans ma vie. J'étais adolescent. Qui chassait le gros gibier avec une 303, qui avait une cabane en forêt, et qui... mais en ce temps-là, les gens ne se disaient pas
on disait oui, il y avait du sang indien dans la famille, mais c'était quelque chose d'intégré. Il ne serait pas venu à l'idée de personne de faire carrière là-dessus. Et mon père, au début des années 70, a publié chez l'Aurore et chez le MEAC deux ouvrages des récits qu'il a recueillis d'Autochtones et de coureurs de bois. Alors, le coureur de bois, ça qui pourra nier que les Québécois que la psyché des Québécois n'a pas été établie, ne s'est pas construit sur deux modèles tout à fait distincts, le nomade et le sédentaire, le coureur de bois et l'agriculteur, les deux figures fondatrices. Alors, et le coureur de bois qui niera qu'il a fait sien la langue et les symboles et les signes d'appartenance à la culture, aux diverses cultures autochtones. Il faut lire à ce propos le magnifique livre de Fisher l'Américain, Le rêve de Champlain. Il y a des passages inouïs, entre autres celui, je l'ai déjà évoqué dans l'une ou l'autre de mes innombrables vidéos, où les coureurs de bois se livraient avec les conteurs amérindiens, les conteurs autochtones, se livraient à des joutes oratoires prenant les éléments de la langue française et d'une langue autochtone, et ils se livraient à des joutes oratoires absolument inimaginables. Il faut lire aussi les livres de G. Lavard sur l'Amérique française, des livres fondamentaux pour comprendre, et c'est le propre aussi des... Est-ce que je vais vous parler de Cécile Gilbert, finalement? Peut-être pas. Franchement, j'aurais passé tout le mois à vous dire que je vais vous en parler, puis finalement, heureusement, j'en ai parlé. Non, je vais finir sur la guerre Feld. Je vais finir là-dessus, un œil et crainte. Et donc, les livres de G. Lavard aussi sont précieux. Et c'est incroyable, l'histoire de l'Amérique. Et c'est ça qui est le propre, je dirais, de l'indigène. C'est cette incapacité à se saisir lui-même. Et c'est toujours l'autre qui le définit. Et on devrait être extrêmement à la fois fier et ému de ce périple nôtre depuis 4 siècles sur ce continent. Et le mauvais procès qui nous est fait sans arrêt, dont celui de l'appropriation culturelle, est d'une totale injustice. Mais, reprenant cette idée-là d'appropriation culturelle, il y a quelque chose qui m'est venu en tête aujourd'hui. Oui, je suis convaincu qu'on peut souffrir de se faire dérober les symboles de sa culture, de se faire dérober son histoire, de son histoire collective, une histoire collective douloureuse, qu'on s'accapare de privilèges indus, de privilèges indus, de réparation, faits à des gens qui ont vraiment été victimes de situations politiques, économiques, historiques, terribles, et que des gens s'approprient une identité à des fins propres, à des fins d'enrichissement personnel, financière ou symbolique, c'est évident que c'est extrêmement heurtant. Et disons-le franchement, choquant. Mais, qu'en est-il de ces cas de figure où personne ne s'approprie ce que nous sommes? Et je pense qu'une partie de la souffrance du peuple québécois trouve son origine dans le fait que beaucoup de gens qui sont parmi nous ne veulent pas être québécois, ne veulent pas s'approprier ce que nous sommes. Et je pense qu'on serait ravis et émus et de voir des gens qui sont parmi nous parfois depuis 1 ou 2 ou 3 générations, pas seulement s'intégrer, là, parce que, bon, ça c'est une chose, mais
s'approprier nos symboles, s'approprier même notre histoire. Peut-être même on en serait ravis d'entendre des gens qui, finalement, nous prendraient notre histoire, au fond. Et des fois, j'ai l'impression de dire, on n'est même pas digne de se faire approprier. On n'est même pas digne de qu'on ait envie de nous voler nos symboles. Alors voilà. Hein? Qui nous appropriera? Alors ça, c'est le titre de la vidéo d'aujourd'hui. Qui nous appropriera? Alors, je vais... vous vous doutez bien, je vous invite à lire ce livre-là. Il est rempli de pistes de lecture, que ce soit sur Guy Dupré, un auteur extrêmement confidentiel, dont Cécile Gilbert nous dit que personne ne le connaît, mais ça aussi, c'est un... Moi, quand j'entends « personne ne connaît cet auteur-là », ben, c'est évident. C'est évident. Parfois, il y a des auteurs qui sont lus par 30 personnes. Et puis 30 personnes, là, des fois, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est quasiment un art du secret, la lecture, à la limite. Alors, je vais vous lire... il y a un autre passage aussi où elle fait l'apologie de la langue française. J'ai dit il n'y a pas si longtemps que c'était la langue des vaincus. Et quand on analyse les chiffres de la démographie, on nous explique que l'avenir de la francophonie, c'est en Afrique. Je suis content, je suis ravi. Et, mais c'est sûr que j'espère aussi que l'avenir économique est aussi en Afrique. Que ce ne sera pas simplement une langue de repli. Hein. Mais heureusement, nous disposons d'un capital littéraire, même si la littérature intéresse assez peu de monde pour finir. On dispose de trésors inouïs. J'ai raconté ici, puis c'est quelque chose qui me revient souvent quand j'ai découvert la littérature à l'adolescence. Et pour moi, de pouvoir lire Dostoïevski, c'était un pur miracle. Et je n'arrivais pas à comprendre que des adultes ne soient pas portés vers cela, ne réalisent pas ce qu'est le miracle de lire. Et un qui le connaissait bien, ce miracle de lire-là, c'est justement Karl Lagerfeld. On y apprend des choses assez étonnantes. Allez. Entre autres, attendez, je commence. Qui sait qu'il a découvert Paul Léoto en écoutant les fameuses causeries radiophoniques du professeur Mallet? Ah oui, attendez. Est-ce qu'ils sont là? Il n'y a pas si longtemps, avant Noël, j'ai eu l'œuvre complète, le journal complet de Léoto. Là, je vous montre ici à l'écran. Ah, c'est pas mal formidable, Léoto. C'est pas mal formidable. Moi, je l'ai lu au complet. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert, mais je l'ai comme incorporé dans mon esprit. Ce vieux grincheux qui a écrit 19 tomes de son journal, des milliers de pages où il se passe pas grand-chose. Il nous raconte les aventures avec sa ménagerie, 20 chats, 15 chiens, enfin. Alors oui, il rêvait d'écrire en français comme Colette de Paul Lagerfeld, Karl. Quand on lui demandait quels étaient ses livres de chevet,
Il n'était pas rare qu'ils répondent, comme en 2006, « Il y en a toujours 10 à la fois. J'ai l'obsession des livres. J'en ai des quantités que je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. C'est comme une forêt vierge. Je lis peu de romans. J'aime beaucoup les essais, les ouvrages de philosophie très abstraits. C'est comme de la gymnastique. » Mais aussi, en 2010, « Lire, c'est la chose la plus luxueuse de ma vie, celle qui me rend le plus heureux. Si je n'étais pas ce que je suis, j'aurais fait des études de langue, mais des langues mortes. » Le, le grec, pourquoi pas le mésopotamien. Ainsi aussi questionné sur ses écrivains préférés, il répondait d'abord « En quelle langue ?» et alignait en bon polyglotte Emily Dickinson, Mallarmé, Rilke et Léopardi, tous poètes. Quant à son héroïne préférée dans la fiction, c'était l'Orlando de Virginia Woolf, qui enjambe les siècles et change de sexe, parce que ça dure longtemps et que cette vie contient toutes les vies. Mais il adorait aussi Kesserling et les Buddenbrook, Thomas Mann, bien entendu. Comme il le disait lui-même avec une belle lucidité, à mon avis trop modeste, « Je veux tout savoir, tout connaître, être au courant de tout. C'est une espèce d'opportunisme intellectuel et de frénésie frivole, peut-être superficielle, mais en fin de compte, je suis plus cultivé ou renseigné que la plupart des gens qui font ce métier. » De fait, bibliomane et papivore et serial shopper, comme certains sont tueurs, ses fournisseurs préférés en savent quelque chose, il n'aura eu au fond que 2 passions, les feuilles blanches sur lesquelles il dessinait et les feuilles imprimées de journaux et des livres qu'il dévorait de manière ogresque, gargantuesque, allant jusqu'à posséder une bibliothèque de 400 000 volumes. « La sève de ma vie, disait-il, dont on rêve qu'elle ait été léguée à la ville de Paris, à l'État ou n'importe quelle institution qui l'ouvrirait aux curieux de tous âges. » De ce tropisme dévorant, Lagerfeld parlait comme d'une sorte de boulimie qui ne fait pas grossir. Elle enrichit le cerveau, mais on ne change pas de taille. En effet, pas grosse tête pour 2 sous et moins égomaniaque qu'on peut le penser. J'aime aussi qu'il ait dit de son antre caché, au fond de sa librairie de la rue de Lille, cette fabuleuse caverne d'Ali Baba qui lui servait de studio, tout en abritant des milliers de livres, des milliers de volumes. J'aime tellement ce lieu qu'il fait partie de moi. Ça respire. C'est comme un poumon au mur, comme si le bois redevenait des arbres avec des feuilles et de l'oxygène. Une phrase qu'on n'imagine pas pour une fois débitée à son inénarrable rythme de mitraillette, comme tous ces carlismes, ces fameux aphorismes dont on ferait des volumes, et dont 2 me touchent particulièrement. Dans le cadre limité de ce que j'aime vraiment, je suis extrême. Et surtout, je ne vends que la façade. Sa propre vérité, on ne la doit qu'à soi-même. Alors demain, je poursuis, en espérant vous donner le goût de lire ce livre-là. Moi qui m'a beaucoup plu, mais je suis devenu une sorte de familier, hein, n'est-ce pas, du travail de Cécile Gilbert. Ça fait quand même, ouais, ça fait une bonne dizaine d'années. Dès qu'elle sort un livre, séance tenante, je l'achète et je le lis. Alors il y a des livres comme ça qui
parce que moi aussi, je ne suis pas Karl Lagerfeld, hein, on s'en doute bien, euh, mais j'ai 15 livres de chevet. Et parfois, c'est une espèce de balai incessant entre les uns et les autres. Et je me suis donné le droit de butiner. Je me suis donné le droit, depuis longtemps, de faire ce que j'avais envie. Pas d'examen à passer, j'ai pas de thèse à rédiger. On n'attend pas après moi mon dernier recueil. Et parfois, on attend après moi pour mes vidéos, par exemple. Alors, Cécile Guilbert. Mais demain, je poursuis donc cet ouvrage extrêmement bien écrit, extrêmement inquiétant aussi. Tout est accompli. Alors demain, Cécile Guilbert et le trio de la revue Ligne de risque. Et après, j'enchaîne avec Tout est accompli. Et puis, il reste moins de 58 minutes avant ce couvre-feu qui, à mon avis, va se poursuivre bien au-delà du 8 février. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain. Je pense bien que je réussis à tenir le... Mais je travaille fort ces temps-ci aussi. Hein. La cave est des... Je prospecte les livres, je les nettoie, je les propose à la vente. J'en fais, il y a des gens qui viennent sur le seuil de la porte. Et c'est beau de voir ces fous-là de livres quand même. Mais c'est vrai que, par exemple, on va dans une librairie pour pas savoir ce qu'on veut. Pas savoir ce qu'on veut, là. Pas savoir ce qu'on désire, là. Peut-être le secret de la vie, ça. Merci. Bonne soirée à tous.